Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre Sainement. Alors aujourd'hui nous allons parler de la troisième guerre mondiale qui se présage malheureusement à l'horizon de nos vies et de celle de nos enfants. Et nous allons comprendre pourquoi Macron se veut si virulent avec la Russie. Vous allez voir qu'il y a une raison vraiment très précise à cela. Abonnez-vous à la chaîne les amis et activez la cloche qui est juste en dessous pour être informé de mes prochaines vidéos. C'est crucial en cette forte période de vous savez quoi. Je remercie également toutes les personnes qui m'aident financièrement sur Tipeee et me permettent de produire des vidéos comme celle-ci. Merci vraiment à vous tous. Alors on va commencer de suite avec l'amiral Rob Bauer en visite à Kiev et venant annoncer qu'ils feront tout pour que l'Ukraine devienne un membre permanent de l'OTAN. Ma visite, la première délégation militaire de l'OTAN à se rendre en Ukraine depuis l'invasion à grande échelle, témoigne du fait que notre organisation et l'Ukraine sont plus proches qu'elles ne l'ont jamais été. Chaque jour qui passe nous rapproche. Nous sommes plus coopératifs, plus entrelacés. Ensemble, nous mettons tout en œuvre pour faire de l'Ukraine un membre de notre alliance. Autant dire que si l'Ukraine devient membre permanent de l'OTAN, ce sera une déclaration officielle de guerre avec la Russie. Et pour cela, l'OTAN, qui je le rappelle est à l'origine de plus de 90% des guerres dans le monde depuis la Seconde Guerre mondiale, est en train de construire sa plus grande base militaire en Roumanie, pays voisin de l'Ukraine. 10 000 militaires, vous l'avez dit quand même, 10 000 militaires, ça n'est pas rien. Le coût estimé de ces travaux, 2,5 milliards d'euros. Et elle s'étend sur une superficie de 2300 hectares et un périmètre total, cette nouvelle mégabase, de 30 km. J'aimerais qu'on regarde tout de suite la carte. Si Aurélien, qui est dans la régie, peut nous remontrer la carte, parce que ça, c'est important. Vous voyez la carte de l'Europe. En bleu, c'est les pays de l'OTAN, vous voyez. Et donc, vous voyez la petite flèche, là. Donc, c'est la Roumanie. On est tout près de l'Ukraine, tant convoitée par les Russes, et vous l'avez compris, on est vraiment un jet de pierre, j'allais dire en tout cas un jet de jets, d'avions de chasse du territoire russe. Est-ce que les Russes, qui ont fait toute leur communication sur la guerre en disant « on en a marre que l'OTAN vienne nous mordre les mollets aux frontières de l'État russe », est-ce que les Russes vont bien le prendre? Est-ce que les Russes ne vont pas surréagir en disant « mais qu'est-ce que vous venez encore une fois, tout près de nos frontières, établir la plus grosse base existante de l'OTAN ?» Alors à question simple, réponse simple, l'OTAN vient faire la guerre à la Russie pour la détruire. C'est un plan qui est planifié depuis très longtemps. L'Ukraine n'est simplement que le commencement de cette guerre. Et du côté russe, leur décision est catégorique. Écoutons Piotr Tolstoï, le vice-président de la Douma russe. L'Ukraine n'existera jamais dans les frontières qu'il y avait avant la guerre. Point. N'existera jamais. Pour nous, c'est une question existentielle. Et on ne va pas arrêter. On ne va pas retirer les troupes, on va pas faire semblant qu'on est... on ne croit pas, on ne croit plus aux accords avec les Européens, on ne croit plus aux accords avec les Américains. On va garantir notre sécurité à tel point à quel ça sera décidé par Vladimir Poutine. Alors ce que veulent les Russes est très simple et très stratégique, juste avoir une zone tampon avec l'Ukraine pour que Moscou et Saint-Pétersbourg ne soient plus à portée des bases militaires de l'OTAN qui s'installent depuis des années juste autour de la Russie. Et écoutons un homme juste, le général Didier Tauzin. Il y a quelque temps, en conférence, on m'a demandé ce qu'il faudrait faire. Moi j'ai dit c'est simple, si j'étais aux affaires, d'abord, immédiatement, je donne l'ordre à toutes les forces françaises présentes sur le théâtre là-bas de rentrer en France. Terminé. Immédiatement, je quitte l'OTAN. Je quitte l'OTAN. Pourquoi? Mais parce que l'OTAN est une machine à faire la guerre, à déclencher des guerres. C'est devenu une machine à déclencher des guerres. Et c'est aux ordres des Américains qui sont en train de s'écrouler aussi d'ailleurs. Ça va mal aux États-Unis. Hein. C'est une machine aux ordres des Américains pour étendre leur domination au niveau mondial. Alors, 100% d'accord avec lui, rien d'autre à ajouter. Pour ceux qui pensent qu'il faut sauver l'Ukraine, regardez. L'image du jour, cela aura été une des grandes énigmes du début de la guerre. Et cette fois, la vérité apparaît au grand jour. Le sabotage du gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne sous les eaux glacées de la Baltique était bien commandité par le sommet de l'armée ukrainienne. On avait déjà remonté la piste jusqu'aux voiliers, jusqu'aux traces d'explosifs à bord, jusqu'aux faux passeports de l'équipage. Désormais, le fil tiré par Radio France et un consortium
de journalistes européens mène directement à cet homme, au chef d'état-major de l'époque, un certain Valéry Zaloujny, limogé, vous le savez, le mois dernier. Le mobile, lui, coule de source. Il s'agissait de couper ce lien entre la Russie et l'Europe via l'Allemagne. Ouais, donc si l'essence flirte avec les 2 € et si toute l'économie de la France et de l'Europe est touchée, c'est à cause du gouvernement ukrainien dirigé par les Américains. Donc si tu n'arrives plus à finir tes fins de mois correctement, voilà une des raisons principales, bien sûr, avec l'aide de Macron qui détruit entièrement la France et le pouvoir d'achat des Français. Et écoutons TV Liberté. Mais cette rancune réelle ou supposée peut s'avérer dangereuse. En effet, la réaction de Vladimir Poutine aux déclarations d'Emmanuel Macron sur l'absence de ligne rouge ou de limite au soutien à l'Ukraine est très claire. Les États qui déclarent qu'ils n'ont pas de ligne rouge par rapport à la Russie, ils doivent alors comprendre qu'en Russie, il n'y aura pas non plus de ligne rouge par rapport à ces États. Donc les choses sont vraiment très claires pour la première puissance nucléaire hypersonique. Et donc les petits coqs continuent même de gonfler le torse. C'est un homme qui s'exprime peu dans les médias. Le voilà à l'origine d'une tribune dans le journal Le Monde. Kirchil, chef d'état-major de l'armée de terre, a un message à faire passer. L'armée se tient prête. La France a la capacité d'engager en coalition une division, soit environ 20 000 hommes, dans un délai de 30 jours. Suite logique des récentes prises de parole du chef de l'État sur la possibilité d'envoyer des troupes en Ukraine. Vendredi, juste après une rencontre avec Olaf Scholz et Donald Tusk à Berlin, dans son avion pour Paris, il persiste et signe dans les colonnes du Parisien. Peut-être qu'à un moment donné, je ne le souhaite pas, n'en prendrai pas l'initiative. Il faudra avoir des opérations sur le terrain, quelles qu'elles soient, pour contrer les forces russes. La force de la France, c'est que nous pouvons le faire. Une position affirmée à nouveau, seulement 2 jours après son interview télévisée. Si la Russie continuait son escalade, si la situation devait se dégrader, nous devons être prêts et nous serons prêts. Et pour être prêts, et nous serons prêts. Et nous serons prêts à prendre les décisions qui s'imposent pour que la Russie ne gagne jamais. Et donc ce gars délirant, poudré jusqu'aux oreilles, se sentant invincible, met notre vie et celle de nos enfants en danger de mort imminente face à la Russie. Écoutons Piotr Tolstoï. Le président français lui refuse qu'on en arrive à cette situation et on s'en fout de son opinion. Vous vous foutez de ce que dit Emmanuel Macron. Exactement. Et quand il vous dit qu'il est prêt éventuellement à ne pas se fixer de limites. On s'en fout de ses limites. On s'en fout de Macron, de ce qu'il dit Macron. On s'en fout de limites de Macron. Et on va tuer... La France reste une puissance nucléaire. Vous l'avez en tête. Tout à fait, avec 200 missiles. Et donc, on va tuer tous les soldats français qui vont venir au sol ukrainien. Tous. Parce qu'aujourd'hui, il y en a, durant le conflit en Ukraine, 13 000 mercenaires, dont 367 Français, et dont 147 ont déjà tué. Donc il y en a 147 citoyens de la France qui ont été tués en Ukraine. Et on va tuer tout le monde. Vous inquiétez pas. Alors la réponse de la Russie est très claire, nette, précise et cinglante. Alors le délirant Macron a répondu par une photo photoshopée montrant des biscottos totalement inexistants pour se sentir fort dans sa folie la plus complète. Et écoutons France Tapiro, un publicitaire français essayant de défendre le Macron qui paye très bien. Ça peut choquer certains. D'abord, il fait de la boxe depuis longtemps. Et il fait pas de la boxe comme ça pour une mise en scène, donc c'est pas vrai. Il en fait au moins 2 fois par semaine. Ça fait au moins 2-3 ans qu'il en fait, je peux vous le dire. Ouais. Et il est très assidu, premièrement. Donc, c'est une vraie image d'un vrai boxeur qui s'entraîne. Parce que même s'il est président de la République, il a le droit de faire du sport, et il en fait beaucoup. Deuxièmement, Soisig, la moissonnière qui vraiment a l'habitude... qui est la photographe, qui a l'habitude de faire ses photos prises sur le vif, qui est vraiment la professionnelle des instantanés de vie, un peu comme Depardon à l'époque, pour les plus anciens. Raymond Depardon. Oui. Vous pensez vraiment qu'elle va s'amuser à gonfler un biceps? Non. Certains aimeraient peut-être avoir des biceps comme le président, mais je peux vous le garantir que c'est pas truqué. Ouais, donc selon cet imposteur, le Macron est très musclé. Alors on va rechercher tous ensemble dans les archives. Et voilà le vrai Macron avec ses gros muscles de Monsieur Univers. Et là, on le voit en Rocky Balboa sortir de l'eau, bandant tous ses muscles que la terre lui envie. Et là, c'est un petit jeu des 2 erreurs. Trouvez-les et indiquez-les-moi dans les commentaires ci-dessous. Alors qu'en fait, le vrai Macron en boxe, c'est certainement ça. Alors je vous laisse les commentaires ci-dessous et donc notre Popeye national intergalactique, mytho, orgueilleux, poudré à l'épinard blanc, reprend du service devant les caméras. La présence de troupes françaises en Ukraine, une ambiguïté stratégique.
confirmée par une scène racontée par Le Monde. Lors d'une réception, le président de la République aurait eu cette phrase. De toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa. Des propos vieux d'1 mois attribués au chef de l'État, aujourd'hui utilisés contre lui par l'opposition. On ne fait pas de com avec la guerre. Voilà, on n'en fait pas. On ne parle pas de la guerre avec un whisky à la main à 3 heures du matin avec un chanteur en disant, avec un air dégagé, nous dit-on, ah bah tiens, je vais être obligé d'envoyer des mecs sikhs, d'accord, à Odessa. On ne fait pas cela parce que la guerre, c'est quelque chose de terrible, c'est quelque chose de sérieux. Vous allez écouter toutes ces fanfaronnades de gens qui vous disent il faut nous armer, nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Faire quoi? Nous conduire tout droit à la guerre? Pour quel résultat? Un seul résultat, les destructions massives, la mort, encore la mort. Alors j'avoue que je peux pas du tout blairer Mélenchon, mais en ce moment j'avoue qu'il a le verbe très juste sur l'Ukraine. Et écoutons Piotr Tolstoï sur notre Kakou Ier qui nous sert malheureusement de président. Il est le premier entre leaders européens qui a directement évoqué l'envoi des soldats au sol en Ukraine. Et ça, c'est une déclaration qui est pour nous très inquiétante parce que ça nous approche à la Troisième Guerre mondiale. Carrément, parce que... Et c'est vous qui parlez de cette Troisième Guerre mondiale, pas nous les Français. Bien sûr, vous les Français qui voulez venir avec les soldats à Odessa, une ville russe, vous les Français êtes en train de provoquer la Troisième Guerre mondiale. Parce qu'après, je ne sais pas, 300, 400 Français tués, votre président, il sera dans la piège. Il devrait soit accélérer l'histoire, soit augmenter la présence de troupes, soit retirer les troupes. Et donc, pour augmenter la présence des troupes, il viendrait te réquisitionner, toi et tes enfants, comme chair à canon de cette guerre contre la Russie, planifiée depuis très longtemps. Écoutons l'eurodéputé Marcel De Graaf. Ce que nous voyons maintenant, c'est beaucoup de propagande qui va dans le sens de cette confrontation directe. Comme si on voulait que la Troisième Guerre mondiale commence. Donc étant donné qu'il y a des imbéciles complets, des idiots complets qui dirigent ce processus, parce qu'ils sont en fait des vassaux ou des sbires qui sont payés par ce grand complexe militaro-industriel aux États-Unis. Ils font cette propagande en faveur de cette confrontation directe qui finalement, et c'est le dicton, faites attention à ce que vous souhaitez, cela pourrait se réaliser. Cela pourrait se réaliser. Je ne dis pas que nous n'entrerons jamais en confrontation directe avec la Russie. Et ce sera désastreux. Ce sera désastreux parce que nous avons maintenant une Russie qui n'est pas dans le même terrible état que lors de l'effondrement de l'Union soviétique. À ce moment-là, nous avons eu le chaos. Et nous avons eu des oligarques qui ont saisi des portions de l'économie, saisi toutes sortes d'entreprises, gagnant des milliards et des milliards. Et tout est en train d'être inversé maintenant par le président Poutine. Il nationalise toutes sortes de parties essentielles de l'économie. Des industries essentielles. Donc c'est devenu une véritable machine de guerre en Russie qui fonctionne à un niveau très très élevé. Et très haut niveau, qui est aussi très indépendant de tout ce que fait l'Occident. C'est l'inverse. L'Occident dépend des matériaux russes. Pas seulement le gaz et le pétrole, mais aussi l'uranium et d'autres métaux précieux. Donc c'est bien plus que juste les combustibles fossiles. Ce que nous voyons, c'est que nous sommes dans une situation très désavantageuse en cas de confrontation avec la Russie. Donc si nous y arrivons, ce sera désastreux pour nous.
Et oui, clairement, ces gens qui veulent nous amener en guerre contre la Russie n'ont pas d'armes, de munitions, de gaz, de pétrole, d'uranium et viennent faire les cacous sur la scène internationale. Ces gens sont clairement dangereux pour nous, le peuple. Et écoutez le général André Coustou dévoiler ce que voulait faire Macron aux Gilets jaunes. En 2018, au moment de la crise des Gilets jaunes, le chef des armées, qui est le président, avait donné des ordres ou directives pour que l'armée soit interposée entre, d'une part, les Gilets jaunes et d'autre part, le Palais Bourbon et l'Élysée. Avec, c'est ça qui est important, éventuellement la possibilité de tirer sur les manifestants. Eh bien là, il a été fait savoir au président, sous une forme que j'imagine un peu diplomatique quand même, que l'armée ne tirait pas. Alors selon lui, Macron voulait apparemment tirer sur des gilets jaunes et puisque l'armée a refusé, il a utilisé sa milice personnelle pour les éborgner et leur arracher des mains. Et maintenant, les médias nous préparent à la guerre. Regardez. Notre devoir est de se préparer à tous les scénarios. Ce serait une erreur, une faute de ne pas le faire. Quelles opérations pourraient être menées par les Français ? C'est ce que nous allons voir avec le colonel Arbarutier, carte à l'appui. Alors, il y a deux scénarios majeurs qui sont envisagés. Le premier, c'est de masser des troupes le long du Dniepr. Colonel, quel intérêt? Et pourquoi le long du Dniepr? En fait, le long du Dniepr, c'est une séparation importante entre l'Ukraine occidentale et l'Ukraine orientale. Donc, historiquement, ça a un rôle. Et notamment, c'est sur le terrain facile à reconnaître, ce qui est important pour des soldats. Donc si la France disait à la Russie que tout franchissement serait interdit sous peine de répliquer, c'est immédiatement identifiable, si vous voulez. C'est une zone qui est identifiable sur le terrain. Et c'est important parce que, évidemment, vous avez Kiev, mais vous avez toute une zone où, à l'ouest du Dniepr, vous avez des populations qui parlent ukrainien, qui sont ukrainiennes de très longue date, ce qui est aussi le cas de ceux qui sont à l'est. Mais là, c'est une marque, c'est une barrière qui est visible sur le terrain. Et justement, colonel, le seul fait de masser des troupes au sol le long du Dniepr, même si on dit on ne tire pas les premiers, est-ce que ça ne serait pas considéré comme une provocation par la Russie? Absolument pas, parce que c'est forcer la Russie à des discussions en étant sur une position d'égalité. C'est-à-dire qu'on a des soldats, nous sommes une puissance nucléaire, nos soldats peuvent être déployés rapidement, c'est l'une des qualités principales de l'armée française comparée à d'autres armées, notamment de l'armée allemande, et pas simplement... ce n'est pas simplement la question de la qualité de nos soldats qui est mais aussi parce que le président a ce pouvoir de déployer des forces immédiatement. Ce qui n'est pas le cas du chancelier Scholz, qui doit en référer au Bundestag et qui doit avoir l'accord du Bundestag. Bon, ce qui n'a pas empêché en Afghanistan les Allemands de déployer quelques troupes avant l'accord du Bundestag. Alors voilà, maintenant c'est très clair pourquoi Macron va en première ligne pour intensifier les tensions avec la Russie, simplement car en France, le président est le chef des armées et il peut déployer des forces armées sans l'accord du Parlement. Je répète, sans aucun accord du Parlement. Donc ce poudré délirant aux ordres du Forum économique mondial peut nous envoyer en guerre sur un claquement de doigts. Et la France faisant partie de l'OTAN, vous comprenez très très bien la suite. Et tout ça juste avant des élections américaines. Ce serait, comment dire, miraculeux pour certains qui veulent devenir les maîtres du monde. Revenons sur Piotr Tolstoï qui va remettre l'église au milieu du village. Écoutez, j'aime bien la France, j'aime bien la culture, je regrette beaucoup que je ne pourrais pas amener mes enfants à Louvre, je ne sais pas montrer Paris, etc. Oui, parce que vous voulez plutôt envoyer une bombe nucléaire à Paris en ce moment, c'est plutôt ça le discours. Bien sûr. À la télévision russe, on calcule la durée qu'il faudrait pour un missile nucléaire pour arriver à Paris. Non, 2 minutes, selon Soloviev. Pas 2 minutes, un peu plus, mais... donc vous avez commencé à calculer les plans? Oui, bien sûr, on calcule parce que, vous savez, pour nous, c'est ce qui est important historiquement pour la Russie, c'est assurer la sécurité du pays. Et quand les pays de l'OTAN, dont aussi la France, mettent les missiles autour de nos frontières et veulent mettre les missiles en Ukraine, en adhérant à l'OTAN, à l'Ukraine. Donc pour nous, c'est inadmissible. Alors on parle bien de missiles nucléaires hypersoniques qu'aucun système de défense ne peut arrêter et qui en 2 minutes peuvent atteindre Paris et provoquer des millions de morts. Alors que nos armées sont vides de tout matériel. Écoutons Zemmour. Quand on dit que on va envoyer des troupes au sol, combattre la Russie, alors que je rappelle que la Russie ne nous a pas déclaré la guerre,
et que... Il dit qu'il n'exclut rien, dans une forme de dissuasion. J'ai bien compris, mais la dissuasion, c'est pour la dissuasion nucléaire, c'est pas pour la dissuasion au sol, et pas pour des troupes au sol. Donc quand on dit qu'on va envoyer des troupes, là, le problème, c'est Emmanuel Macron, c'est évident. Et que moi, je dis qu'il ne fait pas peur, il ne fait pas ça pour faire peur à Vladimir Poutine, parce qu'il sait très bien l'armée dont il dispose, mais pour faire peur aux Français. Vous savez, pour combattre les Russes, et pour combattre d'ailleurs toute armée conséquente, il faut des troupes, il faut des armes, et nous n'en avons pas. Il faut bien comprendre que, si vous voulez, nous avons tellement réduit nos effectifs et nos armes qu'aujourd'hui, nous pouvons tenir une guerre dont les spécialistes appellent ça haute intensité, de 3 jours. Je vous donne 2 exemples très vite. Ouais. Nous fabriquons 3000 obus par mois. Les Ukrainiens en consomment 5000 par jour. 2e exemple, aujourd'hui, on détruit dans cette bataille terrible entre les Ukrainiens et les Russes 10 chars par jour. Nous en avons en tout 200. Donc vous voyez, on pourrait tenir 20 jours. Donc nos stocks sont totalement vides. Et quel est le but de Macron? Est-ce que c'est de fanfaronner, faire le cacou avec les muscles qu'il n'a pas, ou bien de provoquer une guerre mondiale? Seul l'avenir, malheureusement, nous le dira. Une chose est sûre, c'est si la 3e guerre mondiale est déclenchée, pour certains qui veulent la grande réinitialisation, c'est certain que la bête de l'événement serait bien arrivée à bon port. Revenons sur Piotr Tolstoï. Aujourd'hui, quand M. Macron dit qu'il va envoyer les soldats à Odessa, il faut lui rappeler que la dernière grande guerre en Europe, la France, elle a tenu 40 jours contre les nazis. Et les Russes, ils ont tenu 4 ans et ils ont gagné la guerre au Berlin. Je veux dire très directement que l'idée d'envoyer les soldats français en Ukraine, ça va se terminer par les cercueils à Orly, couverts par le tricolore, et c'est pas Macron qui va aller les chercher. Donc les Français, ils doivent comprendre les conséquences. Les conséquences seraient bien évidemment catastrophiques et même Vladimir Poutine l'annonce. Ces menaces, on va de plus en plus loin dans les menaces à l'encontre des Occidentaux, notamment de sa propre bouche. Écoutez ce qu'il disait hier, donc juste après son élection à la présidence. Je pense que dans le monde moderne, tout est possible. Mais je l'ai déjà dit, et il est clair pour tout le monde que ce conflit n'est qu'à un pas d'une 3e guerre mondiale à grande échelle. Et je pense que cela n'intéresse personne. Alors si nous, le peuple, ça nous intéresse, et cette guerre mondiale, on n'en veut clairement pas. On veut sortir de cette Europe mafieuse, de l'euro, de l'OTAN, de l'OMS et de toutes les organisations internationales. Et on veut virer Macron qui, avant d'aller en prison, nous refera certainement peut-être une nouvelle reconversion. Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. I must confess that my loneliness is killing me now. Don't you know I still believe. Alors entraîné, opéré par Jean-Michel, bien sûr. Bref, le Macron essaie de faire la guerre alors que la guerre est déjà sur notre sol. Écoutons Alexis Poulain. On sent qu'il se passe des choses assez terribles en Ukraine. Ah non, on me dit que c'est Rennes en fait, une ville bien française où pendant une nuit, les narcotrafiquants se sont fait la guerre tout simplement en tirant pendant des heures à la Kalachnikov dans les rues de la ville. C'est pas la première fois, mais l'ampleur était telle que là il y a un vrai ras-le-bol des riverains et puis surtout un silence de la part d'un président de la République qui parle bien sûr de faire la guerre aux frontières, mais qui oublie la guerre de l'intérieur, celle contre les narcotrafics. Et cette fois-ci, alors que les habitants étaient pris entre deux feux et attendaient l'arrivée de la police, eh bien, il a été décidé de ne pas envoyer les forces de la BAC vu l'ampleur de l'arsenal utilisé par les bandes des narcotrafiquants. Vous imaginez le Macron qui veut faire la guerre à l'étranger alors qu'il a déjà détruit notre pays et que la guerre est déjà chez nous, dans nos frontières. Mes amis, il faut vraiment le virer très rapidement et les prochaines élections européennes en mai doivent le rejeter massivement. Il doit faire un score à son image minable. Alors qu'en face, la Russie, elle a des stocks massifs d'armes et des armes aussi ingénieuses que destructrices. Côté russe, ces avancées légères, mais récentes, notamment Avdiivka, elles ont été réalisées, Amélie, grâce à une arme assez particulière qu'ils utilisent de plus en plus. Oui, les bombes planantes. Alors, Amira, les bombes planantes, de quoi s'agit-il exactement? C'est un procédé assez ancien qui permet d'éviter de mettre en danger les avions. C'est-à-dire qu'en fait, vous larguez la bombe, mais au lieu de tomber par gravité, c'est-à-dire comme la pomme qui tombe du pommier,
directement en ligne droite pour rejoindre le sol. C'est une bombe qui est dotée d'ailes, qui a un empennage, et donc ces ailes vont lui permettre de planer jusqu'à son objectif. Alors en plus, ça permet de la guider finement, puisque cette bombe qui plane, bien comme un planeur, elle peut être pilotée, elle a des gouvernes, et donc elle peut atteindre un objectif beaucoup plus précisément. Mais l'immense avantage, c'est que vous pouvez la larguer d'un avion à haute altitude, relativement loin de la ligne de feu, donc il est difficile de détecter et il est aussi difficile de l'atteindre. Du coup, vous préservez les avions et les pilotes, et donc vous pouvez engager avec ces bombes le front. Le problème, c'est que ce sont des bombes qui sont un peu plus sophistiquées que la bombe traditionnelle, si j'ose dire, et que pour ces bombes-là, il faut un certain nombre de composants, et que ces composants, ils sont pas toujours faciles à trouver. Mais c'est le genre de composants que vous allez trouver dans une machine à laver, alors que pour faire un missile de croisière, là, il va falloir des composants dédiés. Donc, vous voyez, vous avez un degré de sophistication qui est moindre, mais une bombe qui est quand même efficace, et surtout, qui permet aux Russes d'éviter des pertes en avion considérables. Voilà, donc il nous a fait le coup du processeur de machine à laver, alors que les Russes viennent de se lancer dans la construction de processeurs informatiques. La Russie vient d'inventer un truc horrible. En ce moment, ce pays essaie de s'émanciper le plus possible des États-Unis pour être complètement indépendant, suite à certains événements récents fâcheux. Et donc, faut bien construire des composants pour ordinateurs, car Intel et AMD, c'est pas vraiment made in Poutine. Voici donc l'Elbrus 8SV qui a été présenté récemment, et c'est une catastrophe. En effet, cette puce à 8 cœurs cadencée à 1,5 GHz chacun a du mal à faire tourner des jeux vieux de 10 ans. Des jeux comme Elder Scrolls 3 Morrowind ou encore Stalker galèrent énormément. Le pire dans cette histoire, les jeux ne tournent pas grâce au processeur, mais plutôt grâce à la carte graphique AMD Radeon RX 580 qui se trouve dans la machine. Alors bon, ce créateur de contenu n'a pas tout compris. Les processeurs ne sont pas là pour jouer aux jeux vidéo, mais certainement pour servir dans des armes nouvelles. Donc pas besoin d'une bête de course, mais juste d'un processeur très basique qui fait tout son travail. Aussi, la Russie vient juste de débuter dans ce domaine et ils sortent déjà un processeur à 1,8 GHz, ce qui est un énorme pavé dans la mare, et tout ça parce qu'au contraire de la France, la Russie n'a pas détruit l'éducation de ses citoyens pour en prendre le contrôle. Au contraire, il a poussé ses citoyens à une éducation de très très haute qualité. Écoutez. J'ai étudié en Russie pendant 6 ans et j'ai obtenu un diplôme de dentiste. Mais ensuite, j'ai changé d'idée et actuellement, j'étudie à Nice. Comparons alors les études en Russie et en France. En France, les matières se compensent. Les semestres également. Vous obtenez en moyenne 10 points en 2 semestres et voilà, l'année est validée. En Russie, si vous ne validez pas même un seul cours, vous serez exclu de l'université. Note. En France, vous avez une échelle d'évaluation de 20 points. En Russie, les étudiants sont notés sur un système de 5 points, où la meilleure note est 5 et la note la plus faible, devinez quoi? Non, pas un, mais 2 diplômes. Vous obtenez un diplôme même si vous n'avez étudié qu'un an en France. Croyez-le ou non, en Russie, pour obtenir un diplôme, vous devez achever un cycle complet, c'est-à-dire entre 5 et 6 ans. Imaginez, vous avez décidé d'abandonner vos études en 2e ou 3e année. Le résultat, vous n'aurez aucun diplôme. Et oui, en Russie, on fait pas semblant d'apprendre un diplôme, c'est seulement après 5 ou 6 années d'études complètes, sans aucun jour d'absence. C'est clairement pas la France. Et écoutez Philippe Erlin, un économiste. C'est pas avec 40 000 ingénieurs qu'on va réussir à créer vraiment d'industrie, alors que la Russie, elle forme en masse des ingénieurs qui vont lui permettre de maintenir son niveau industriel, son niveau de compétences, et puis se développer aussi dans d'autres secteurs de l'industrie que l'armement. Et donc on peut dire que l'économie russe est sur une très bonne voie et peut-être même meilleure que celle de l'Europe, et de la France à terme. Donc voilà, alors qu'en France, le niveau de l'éducation est en chute libre totale, en Russie, il forme des millions de jeunes dans une éducation rigoureuse et de très haute qualité. Retour sur Piotr Tolstoï. Donc la France, vous la connaissez, vous l'avez aimée. Qu'est-ce qui ne va plus? Pourquoi vous ne nous aimez plus? Mais pourquoi je dois vous aimer? Vous avez entamé 19 000 sanctions contre mon pays, vous menez une guerre économique, vous mentez sur la Russie chaque jour sur BFM. Donc c'est la réaction d'un amoureux déçu? Non, mais vous distribuez les narratifs sur la guerre en Ukraine qui sont complètement, pour nous, impensables. Les choses et toutes les provocations qui, durant ces 2 ans, ont déjà passé dans la presse contre la Russie et qui font l'image des Russes comme les gens qui mangent les enfants le matin. Donc, écoutez, on n'a pas
on aime bien la France et les Français, mais on ne peut pas accepter ça. Et oui, tous les médias, comme tout le monde le sait, maintenant ne sont que des extensions d'État pour servir la propagande et conditionner le peuple à accepter des choses qu'il n'accepterait jamais sans cette hypnose collective des médias. Et écoutez comment ils essaient de nous faire croire que la liberté d'expression n'existe pas en Russie. En tout cas, vous parliez de notre envoyé spécial. Et ce qu'il a vu, entendu, constaté sur place, Jérémy Normand, qui nous raconte justement d'une certaine manière les coulisses de cette célébration sur la place Rouge et les fameux contrôles de sécurité qui ont été mis en place. Regardez. On commence à vous parler, vous voyez des policiers qui viennent vérifier nos accréditations, nos identités et qui s'assurent que l'on n'est pas là pour causer du désordre, qui vérifient aussi la chaîne, qui regardent évidemment ce qu'on produit. Bon voilà, je pensais pas vous le montrer en direct, mais c'est exactement notre réalité de journaliste ici. S'il reste à côté de nous, c'est parce que je n'ai pas encore sorti ce sésame, l'accréditation qui nous permet de travailler. Écoutez, je vais le faire devant vous, je pense que ça va rassurer tout le monde. Voilà, je pense que c'est de cette accréditation qu'il s'agit. Et juste pour vous dire, cette accréditation, elle est photographiée une centaine de fois par jour, ainsi que nos passeports. Tout nous est demandé en permanence. Et oui, ce pseudo-journaliste vient de découvrir qu'il est sur la place Rouge, juste à côté du Kremlin, en période d'attentat. Donc oui, la sécurité est à son maximum en ces temps de terrorisme autour des lieux de pouvoir. Et écoutez la réaction de l'ambassadeur de Russie en France. Plus de 100 contrôles par jour, ça fait beaucoup quand même, non ? Je ne sais pas d'où vient ce chiffre. Donc là, s'il s'agit de la sécurité, c'est prioritaire. Ça vient de notre journaliste qui est très sérieux et qui nous raconte ce qu'il vit sur place depuis plusieurs jours maintenant. Ce que je peux vous dire de ma part, c'est que le fait que votre envoyé spécial peut faire des reportages de Moscou comme ça en direct ou préparer des interviews, faire ces reportages à lui, ça ne fait que déboulonner tous ces mensonges comme quoi il n'y a pas de liberté de la presse en Russie, de liberté d'information, etc. Il le fait librement, voilà, personne ne le tabasse, personne ne le pourchasse. Encore heureux. Bah oui, encore heureux qu'elle nous dit la Bachelot, alors qu'en France, les chaînes russes sont censurées, totalement censurées. La plateforme Rumble, par exemple, est censurée aussi uniquement en France. Et après, ces toutous du pouvoir viennent s'indigner qu'on demande l'accréditation des journalistes près des lieux de pouvoir russes. Et écoutez le Macron face à une Russe d'origine ukrainienne. Monsieur Macron, travaillez pour la paix, s'il vous plaît, pas pour la guerre. Non. Je suis russe d'origine ukrainienne, vous voyez, donc voilà. Pour ça, oui, mais il faut que celui qui est attaqué accepte de poser les armes. Voilà donc pour Macron le menteur, c'est la Russie qui a attaqué l'Ukraine alors que tout le monde sait que c'est l'Ukraine et son président Poroshenko à l'époque qui bombardait la population russophone dans le Donbass en 2014. Le président ukrainien nous offre ça. Vous voyez combien il nous aime. Les corps des victimes sont encore devant l'immeuble. Partout des éclats et un peu à l'écart les voisins pétrifiés. L'artillerie lourde n'a rien épargné, ni l'école, ni l'hôpital. C'est très détruit. Le président ukrainien nous offre ça. Vous voyez combien il nous aime. Voilà donc la population russophone se faisait massacrer par les Ukrainiens et écoutez ce que disait Macron sur les accords de Minsk, censés être des accords de paix signés par des représentants de l'Ukraine, de la Russie, de la France et de l'Allemagne. Oui, mais il faut que celui qui est attaqué accepte de poser les armes. Mais les accords de Minsk, il faut les c'est lui qui les a trahis. Il faut les faire. C'est lui qui les a trahis. Et quand vous avez quelqu'un qui pense que le droit et les règles... Les accords de Minsk pouvaient être signés à plusieurs reprises. Mais ils ont été signés, ils n'ont pas été respectés. Voilà. Par lui. Alors qu'en réalité, les accords de Minsk signés sous la présidence de Hollande n'étaient qu'un leurre pour laisser le temps d'armer l'Ukraine dans le but de faire la guerre à la Russie. Il y avait l'idée que c'était Poutine qui avait voulu gagner du temps. Non, c'est nous qui voulions gagner du temps pour permettre à l'Ukraine de se rétablir, de renforcer ses moyens militaires. Il n'y a pas de négociation et il ne faut pas que des leaders européens évoquent le mot négociation tant que vous êtes dans cet état d'esprit et tant que vous avez la capacité de vous battre jusqu'au dernier. Voilà donc la guerre contre la Russie était planifiée par l'OTAN alors que la Russie en 2014 s'est faite piéger et avait signé des accords de paix qui bien sûr n'ont pas été respectés par la France, l'Allemagne et l'Ukraine. Et écoutez Macron. Moi je veux la paix. Vous avez entendu son interview, il veut la paix. La France est une puissance. Mais qui a attaqué l'Ukraine? C'est pas la France. Et qui a attaqué Donbass? Et qui a tué le peuple de Donbass? Mais qui a attaqué Donbass? C'est le président Poutine. Non, c'est l'État ukrainien qui a bombardé Donbass, monsieur. Vous le savez, pendant 8 ans. Pendant 8 ans.
Voilà comment Macron se marre devant son mensonge. Il se marre devant des centaines de milliers de morts tués dans le Donbass avec des armes françaises, comme nous allons le voir un peu plus tard. Et écoutez comment les russophones ukrainiens racontaient leur extermination. Это не ДНР нас убивает, а вот эти фашисты, которые окружили нашу Авдеевку. Порошенко хочет войны, и он не понимает, что такое мир. Нас Порошенко предал, но я хочу, чтобы был мир. Donc Poroshenko fut le président installé par la CIA pendant la révolution orchestrée de Maïdan en 2014 en Ukraine. Il avait alors promis de bombarder les populations civiles dans le Donbass, chose qu'il a faite massivement avec l'aide de la France. Après ces bombardements, il fut remplacé par Zelensky, un acteur qui faisait des sketchs nazis. Mon salaire est faible, mais ce n'est pas un problème puisque nous sommes autorisés à prendre l'argent et les biens des Russes. Et avant, c'était pareil pour les Juifs. Si vous le pouvez, envoyez-moi le livre d'Hitler, Mein Kampf. Ici, tout a été vendu. Alors normalement, il terminait ce sketch par un salut nazi du cœur au soleil. Et donc la France a fourni toutes les armes à l'Ukraine en 2014 pour bombarder le Donbass. Écoutons notre très cher premier sinistre Attal. La totalité des livraisons d'équipements militaires à l'Ukraine ces dernières semaines, depuis que le conflit a démarré, s'élève à 100 millions d'euros par la France. Et je veux rappeler aussi que depuis 2014 et le début de ce conflit militairement, la France a été le premier fournisseur d'armes en direction des Ukrainiens. C'est aussi important. Voilà donc la France est clairement impliquée dans ces centaines de milliers de morts dans le Donbass. Voilà pourquoi la France veut rentrer en guerre pour étouffer cette affaire très sordide. Et écoutons Piotr Tolstoï. Est-ce que vous entendez cette voix des Ukrainiens qui vous disent « laissez-nous tranquilles, on veut être indépendants ». On a pendant 30 ans attendu que ces Ukrainiens arrêtent de faire des bêtises contre les 20 millions des Russes qui vivaient en Ukraine, de leur interdire leur langue, de leur interdire l'éducation en russe, de interdire l'histoire, d'ailleurs, commune qu'on a l'Ukraine et la Russie. L'Ukraine, c'est mon pays. Mon arrière-grand-père était le maire de Kiev. C'est mon pays. Et je veux pas que mon pays devienne un pays nazi, comme aujourd'hui. Voilà un pays nazi avec comme slogan Slava Ukraini. Regardez. Slava Ukraini. Slava Ukraini. Et oui, ces jeunes demoiselles faisant le salut nazi font bien partie de la jeunesse nazie en Ukraine, poussant leur cri de ralliement, le Slava Ukraini, que dit Attal devant toute l'Assemblée nationale. Et écoutons Florian Philippot. La Russie a dénoncé beaucoup de choses, on nous a toujours dit que c'était faux, que c'était fake news, et en réalité, si on regarde avec le temps, c'était souvent vrai. Il y avait bien des bases de la CIA en Ukraine, il y a bien l'OTAN qui a avancé contre les promesses faites, il y a bien des soldats britanniques, français, polonais, etc. en Ukraine, et il y a bien des projets de guerre, de co-belligérance, et tout ça, à chaque fois on nous a dit que c'était faux, et finalement ça a toujours été vrai. Comme on nous avait dit, non on n'enverra pas de chars, puis on envoyait des chars, on n'enverra pas d'avions, puis on en envoie, on n'enverra pas de missiles, puis on en envoie, et maintenant des hommes. Donc c'est quoi la limite? C'est quoi la fin? C'est quoi la fin de tout ça? Bah la fin c'est la Troisième Guerre mondiale, hein. Faut se réveiller là, hein. Je le dis quand même à tout le monde, si vous prenez le fil logique de tout ça, il n'y a pas d'autre fin qu'une Troisième Guerre mondiale. Alors rien de plus à ajouter, sauf que l'Europe se met déjà en économie de guerre. Écoutons Thierry Breton, la machine à censurer de l'Union européenne. Nous allons décider demain de mettre ensemble notre capacité de production de défense. C'est vrai que la guerre en Ukraine, je dirais, a réveillé. C'est ce qui vous a obligé à accélérer, à passer. Bien sûr, parce qu'évidemment, nous devons passer en mode économie de guerre pour l'industrie de défense, afin de pouvoir à la fois fournir à l'Ukraine ce dont elle a besoin, mais aussi pour nous, pour notre propre sécurité. C'est absolument indispensable. On voit ce qui se passe aux États-Unis. La plupart des membres de l'Union européenne, comme vous le savez, 23 pays sont membres de l'OTAN. On a entendu les propos de Donald Trump. Donc tout le monde maintenant a conscience en Europe, j'allais dire enfin, parce qu'il était temps, qu'il était absolument indispensable de reprendre notre destin en main et donc notre base industrielle. Ouais, donc au moins le message est très clair. Plutôt que de rechercher la paix qu'ils ne veulent surtout pas trouver, ils s'en vont vers la Troisième Guerre mondiale avec nous, le peuple, dans leur bateau complètement troué. Alors ils recherchent des financements. Écoutons Scholz, le chancelier allemand. Je souhaite la même chose pour ce qui est encore à venir, à savoir l'utilisation des bénéfices exceptionnels provenant des actifs gelés de la Russie.
Il s'agit de revenus qui peuvent être utilisés, qui ne reviennent à personne et qui peuvent donc être utilisés par l'Union européenne. Et de mon point de vue, ils devront bien entendu être utilisés en premier lieu pour permettre d'acquérir les armes et les munitions dont l'Ukraine a besoin pour sa lutte défensive. Voilà, donc ils veulent saisir les avoirs russes. J'imagine que le reste du monde sera bien apprécié, ne fera plus aucune confiance à l'Europe qui vole, confisque les avoirs d'un autre pays. Tout ça pour défendre l'Ukraine, un pays totalement corrompu jusqu'à la moelle et même encore plus. Écoutez Marcel De Graaf, un eurodéputé. Toutes ces infos sur la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie sont de la pure propagande. La Russie a accueilli des millions de réfugiés ukrainiens. Des enfants qui ont été capturés par l'armée ukrainienne. Le Parlement devrait dénoncer ces crimes de guerre ukrainiens. La Cour pénale internationale poursuivre Zelensky pour cela. L'Ukraine est également le plus grand fournisseur d'enfants pour les réseaux pédophiles. La traite des êtres humains et trafic d'organes. Il y a des chenils pour enfants, avec des mères porteuses pour cela. En Russie, les enfants reçoivent une éducation traditionnelle. En Occident, ils subissent un endoctrinement transgenre, des inhibiteurs hormonaux et des mutilations génitales. L'hypocrisie est écrasante. L'Occident doit mettre fin à ce crime de guerre. Vous avez vu comment il lui coupe le micro quand il commence à aborder le sujet de la pédophilie. Et oui, l'Ukraine est un énorme vivier pour les prédateurs sexuels d'enfants grâce éventuellement à cette entreprise ukrainienne. Selon les données de recherche internationale, l'industrie commerciale de la gestation pour autrui connaît actuellement un essor mondial. L'Ukraine est l'un des rares pays au monde où la législation permet aux étrangers de participer légalement à des programmes de gestation pour autrui. La clinique ukrainienne Biotexcom est un centre international de gestation pour autrui et attire non seulement des couples infertiles du monde entier, mais aussi des mères porteuses étrangères. Dans notre clinique Biotexcom, des femmes et des filles étrangères participent également à des programmes de gestation pour autrui. Il y en a un nombre suffisant, et elles viennent volontiers chez nous. Il n'y a aucun problème à respecter les rendez-vous. Voilà donc des gens comme Jack Lang et Cohn-Bendit pouvaient par exemple venir commander leur bébé en Ukraine. Beaucoup de personnes vont tomber de leur chaise quand la vérité va éclater au grand jour très bientôt. Et écoutez Vladimir Poutine sur l'attentat qu'a connu la Russie dernièrement à Moscou. Concernant l'enquête sur ce crime et les résultats des opérations de recherche, je peux maintenant dire ce qui suit. Les 4 auteurs réels de l'acte terroriste, tous ceux qui ont tiré et tué des gens, ont été retrouvés et détenus. Ils essayaient de se cacher et se diriger vers l'Ukraine, là où, selon les données préliminaires, le passage de la frontière était préparé du côté ukrainien. Au total, 11 personnes ont été arrêtées. Tous ceux qui ont participé à ce crime, les exécutants et ceux ayant planifié et donné les ordres seront à juste titre et inévitablement punis, quels qu'ils soient. Je le répète, nous identifierons et punirons tous ceux qui se sont tenus derrière les terroristes, qui ont préparé cette attaque contre la Russie, contre notre peuple. Alors voilà, les terroristes s'enfuyaient vers l'Ukraine où tout était préparé pour leur passage. Cet attentat fut revendiqué par Daesh ou ISIS en anglais. Et écoutez ce que disait Donald Trump. ISIS rend hommage au président Obama. Il est le fondateur d'ISIS. D'accord ? Il est le fondateur. Il a fondé ISIS. Et je dirais que la cofondatrice serait Hillary Clinton, l'escroc. Daesh fut donc créé, entre autres, par Barack Obama et Hillary Clinton. Et écoutez Hillary Clinton qui l'admet dans cette interview. Nous avons également une histoire à propos de nos allées et venues au Pakistan. Souvenons-nous que les gens contre qui nous nous battons aujourd'hui, nous les avons créés il y a 20 ans. Nous avons fait cela parce que nous étions enfermés dans un conflit avec l'Union soviétique qui avait envahi l'Afghanistan et nous ne voulions pas qu'ils contrôlent l'Asie centrale. Alors,
On s'est mis au travail. Ronald Reagan, en partenariat avec le Congrès, dirigé par les démocrates, qui ont dit, vous savez quoi? C'est une super idée, traitons avec ISIS et les militaires pakistanais et recrutons ces Moudjahidines. Génial. Et faisons venir aussi des gens d'Arabie Saoudite et d'ailleurs et laissons-les importer leur mouvement wahhabite. Et nous pouvons vaincre l'Union soviétique. Et devinez quoi? Les Russes se sont retirés, ils ont perdu des milliards de dollars et ça a participé à l'effondrement de l'Union soviétique. Voilà, donc c'est clair, net et précis. Et écoutez ce que disait Paul Williams, un ex-conseiller du FBI. Nous avons créé Daesh. Daesh est une création de la CIA. John McCain, bonté divine, était là-bas avec des responsables de l'État islamique. Nous les avons créés et nous les dirigeons toujours. Lorsque les combattants de Daesh sont blessés, où sont-ils évacués? Ils sont transportés pour l'amour du ciel en Israël. Et Israël les ramène au combat. Donc les combattants de Daesh sont hospitalisés en Israël et Israël, une fois soignés, les ramène au combat. Et écoutez ce que disait en octobre 2023 Amir Weitman, président d'une faction du parti Likoud au pouvoir en Israël sur la Russie. Je comprends que vous soyez payé par la Russie et je comprends qu'il s'agit d'une propagande russe. Mais vous devez être très prudent car laissez-moi vous dire que nous allons terminer cette guerre, nous allons gagner parce que nous serons plus forts. Après cela, la Russie en paiera le prix, croyez-moi. La Russie paiera le prix. La Russie soutient les ennemis d'Israël. La Russie soutient les nazis qui veulent commettre un génocide sur nous et la Russie en paiera le prix. La Russie aussi. Maintenant, laissez-moi. Écoutez-moi très attentivement. Nous allons gagner cette guerre. Cela prendra le temps qu'il faudra, mais nous allons gagner cette guerre. Par la suite, nous n'oublierons pas ce que vous faites. Nous n'oublierons pas. Nous viendrons, nous ferons en sorte que l'Ukraine gagne. Nous ferons en sorte que vous payiez le prix de ce que vous avez fait. Vous, en tant que Russie, vous et les ennemis d'Israël, et vous, en tant que les personnes qui font maintenant tout ce qu'elles peuvent pour soutenir le génocide des Juifs en Israël. Nous n'oublierons pas. Voilà, donc Israël menaçait la Russie, soigne des soldats de Daesh, et Daesh revendique l'attentat de Moscou. C'est fou comment Daesh en veut beaucoup aux ennemis d'Israël, au Hezbollah, au Hamas, et maintenant à la Russie. Et c'est fou comment Daesh n'attaque jamais Israël, qui est accusé de génocide sur les Palestiniens. Je vous laisse à vos avis dans les commentaires. Et 4 jours auparavant, l'un des cofondateurs de Daesh, Barack Obama, était en réunion privée et secrète à Londres. Président Obama, pourquoi devrions-nous nous préoccuper de la démocratie en Russie? Avez-vous quelques instants? Venez parler avec nous quelques instants. Comment c'était? De quoi avez-vous parlé? Alors visiblement, il ne voulait en aucun cas aborder le sujet de la réunion. Et en France, sur tous les médias, on étalait de la propagande mensongère pour essayer d'accuser la Russie de meurtre de ses propres citoyens. Juste un mot, cette histoire de l'arrestation des 4 terroristes, de 11 personnes au total du côté de Berdiansk, et tout ça c'est du pipeau total. Et c'est complètement, ça n'a strictement aucun sens. Vous imaginez que ces 4 combattants qui ont fait malheureusement preuve de grand professionnalisme à l'intérieur du centre commercial et de la salle de concert, parce qu'on parle de 140, 150 morts, on va arriver à 200 morts, plus les blessés. Les blessés, dans ce genre d'opération, c'est encore une fois 2-3 fois. Donc c'est une opération énorme. Donc malheureusement, grand professionnalisme. Croyez que les gars prennent j'ai beaucoup de respect pour la voiture française dans laquelle ils se trouvaient. La Renault, Renault blanche. Une Dacia. Voilà, une 2 portes. Ouais. Une 2 portes. Non mais attendez, un commando qui vient de tuer... C'est-à-dire que quand vous êtes dans une 2 portes, vous ne pouvez pas sortir du véhicule pour combattre. Donc tout ça est un pipeau total. Voilà, donc les terroristes étaient dans une voiture 2 portes. Et donc je vous présente la voiture 2 portes des terroristes. Et attention, mystère et boule de gomme. Combien de portes à la voiture? Roulement de tambour. Et la solution est 4 portes. Aïe aïe aïe. Ce Philippe Servan, éditorialiste géopolitique, s'est malheureusement encore trompé une nouvelle fois. Et donc son analyse basée totalement sur une erreur grotesque tombe complètement à l'eau. Et une autre coïncidence malencontreuse dans cet attentat, ce sont les annonces des ambassades britanniques et américaines qui, mystérieusement, quelques jours avant les attentats, avaient demandé à leurs citoyens de ne surtout pas se rendre dans des concerts, par exemple, ou des événements regroupant beaucoup de monde. Quelle nouvelle coïncidence, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre, effectivement.
sainement. Évidemment, cet attentat semble bien sûr remonter à ceux qui ont fabriqué Daesh et qui veulent hystériquement cette troisième guerre mondiale pour sauver leurs fesses. Je vous laisse me donner vos avis dans les commentaires ci-dessous. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Je vous aime très très fort les amis et ensemble on va tous y arriver. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la sur tous vos réseaux sociaux, cliquez sur j'aime, la cloche et s'abonner qui sont juste en dessous et je vous remercie de votre aide avec ma cagnotte Tipeee pour que je puisse consacrer encore plus de temps à mes vidéos. Merci vraiment à vous tous et à très bientôt pour une prochaine capsule sur Vivre Sainement.